Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour de nouvelles histoires sur l'innovation et aussi de nouveaux modes de compréhension de la société numérique. Alors je dis mode parce qu'en fait on va démarrer la semaine avec un concept qui s'appelle la mobilité digitale. Alors derrière ce concept, il y a la RATP qui espère devenir un leader français dans le domaine avec une nouvelle application et déjà installé en plateau avec moi Eric Alix de la RATP. Donc on va parler avec lui dans quelques instants de cette mobilité digitale et surtout de la mobilité comme un service. Et ensuite, au cœur de cette émission, ce sera un débat. On va adresser la polémique de la redevance pour la copie privée. J'aurai en plateau deux personnalités très impliquées dans ce débat et qui défendent des positions opposés. En tout cas, ils ont des intérêts qui divergent. Alors, je n'espère pas les faire tomber d'accord ce matin, mais en revanche, l'intérêt pour nous, c'est qu'on va pouvoir avoir l'ensemble des points de vue et des arguments pour pouvoir se forger notre propre opinion sur cette question. Et puis, nous retrouverons notre rendez-vous avec le biomimétisme ou comment la nature inspire les technologies, avant de conclure justement par une innovation dans l'opération Smart Tech contre Covid, c'est l'arrivée de l'ascenseur sans contact. Mais tout de suite, donc place à l'interview. Je suis en compagnie d'Eric Alix, qui est vice-président de RATP Smart System, filiale digitale du groupe RATP. On va peut-être essayer d'expliquer déjà ce que c'est, ça, Smart System au sein de la RATP. Donc, c'est une filiale qui est spécialisée dans le domaine des systèmes de transport intelligents. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette filiale, Eric Alix, déjà? Alors effectivement, c'est la filiale digitale du groupe RATP. On va y retrouver de la billettique, donc tout ce qui permet d'accéder au réseau de transport et de payer. Donc on opère toute la billettique de la RATP en Île-de-France. Et puis on a aussi beaucoup de projets en France et à l'international sur des systèmes billettiques. On va y retrouver aussi tous les systèmes qui gèrent les flottes de tramways et de bus. Donc toutes les données des véhicules et le fait de faire discuter en fait la régulation et le conducteur du bus ou du tramway. On va y retrouver aussi du digital, donc on est un gros contributeur de l'usine digitale du groupe RATP. Et enfin, le Mobility as a Service, c'est-à-dire... Alors on y vient, ouais. Mobility as a Service, donc la mobilité comme un service. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on connaît, on a appris à connaître le logiciel vendu comme un service, donc dans le cloud. Oui. Qu'est-ce que c'est la mobilité as a Service? Alors, la mobilité comme un service, c'est le fait d'avoir dans votre sac ou dans votre poche, dans une application tout en un, accès à l'ensemble de l'offre de transport. Donc, que ce soit le transport en commun, le vélo, la trottinette, qui nous permettent de faire le premier et le dernier kilomètre, mais aussi le VTC, peut-être des voitures de location, etc. Et aussi pouvoir gérer votre propre moyen de transport quand vous l'avez, que ce soit un vélo ou que ce soit une voiture. Tout ça, de façon très intégrée, pour un parcours qui soit complètement fluide. Donc vous pouvez préparer vos déplacements, vous pouvez gérer des aléas s'il y en a pendant votre déplacement, et vous pouvez aussi réserver et payer vos moyens de transport, le tout à l'intérieur d'une seule application. Oui, alors c'est ça qui change, parce qu'en fait, ce dont vous nous parlez, c'est d'une grosse application qui permet de préparer son itinéraire en imaginant différents modes de transport pour se rendre à notre destination. Mais ce qui change là dans le concept, c'est que tout peut se faire au sein de l'application. Oui, c'est ça. On peut acheter son billet, on peut louer une voiture, un vélo, une trottinette, peu importe. Donc demain, aujourd'hui, on a lancé l'application Bonjour RATP la semaine dernière. Donc dedans, on y a déjà intégré le Vélib, qui est un incontournable à Paris pour se déplacer. Aussi un VTC, Marcel, qui est un VTC green, avec beaucoup de flotte électrique et puis de la compensation des émissions de CO2, et français. Et puis à la rentrée, on aura tir pour les trottinettes du premier et du dernier kilomètre. Et puis on continuera comme ça progressivement à étoffer nos offres de services. Alors, il faut quand même que je vous dise, Eric Alix, je l'ai chargée, la nouvelle application. Enfin, en fait, elle s'est mise à jour toute seule sur mon smartphone. Et j'étais assez agréablement surprise. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations. Moi, j'ai plutôt coutume d'utiliser une application américaine, vous voyez ce que je veux dire, qui est assez complète. Mais là, je trouve que ce qui change, c'est que c'est vraiment complet. On a l'ensemble de l'offre. Alors, il reste encore quelques petites choses à améliorer, à mon avis. Notamment, par exemple, sur les horaires des trains. C'est limité à l'horaire de la journée à partir de maintenant. On ne peut pas avoir les horaires pour demain, pour la semaine prochaine. Comment elle va progresser, cette application? Quelles ont été vos priorités? Est-ce que c'était déjà de rattraper un retard par rapport à Google Maps, pour le citer? Alors non, notre application a fait le focus sur les briques de réservation et de paiement.
pour avoir cette expérience tout en un et pouvoir donc du coup intégrer maintenant les Vélib, les trottinettes, etc. C'est aussi des informations, c'est aussi beaucoup d'informations qui sont véhiculées dans ces applications. Donc c'est très important de prendre toutes les données du transport, de prendre toutes les données aussi de la route. On a une vision du mobilité comme un service qui enjambe l'ensemble des modes de transport. Donc ça aussi... Donc on peut c'était déjà le cas, on pouvait déclarer quel était, par exemple, le nombre de personnes qu'on avait dans le train, s'il y avait une densité plus ou moins élevée dans les rames. Il y a l'indication aussi des rames climatisées. Ça, ce sont... de la porte où vous devez sortir pour avoir l'itinéraire le plus court, parce que vous voulez gagner du temps. Ce sont des choses qui ont été vraiment affinées. C'est plutôt neuf sur l'Île-de-France, aujourd'hui, que vous proposez. On peut imaginer demain que ça arrive dans d'autres villes. Tout à fait. Alors, on a aussi une deuxième application qui s'appelle Mappy, puisque nous avons fait l'acquisition de Mappy en novembre dernier. Ouais. Donc, Mappy a une couverture nationale et assez représentative aussi des mobilités des Français, puisqu'on a 80% des déplacements qui sont voitures. Donc, c'est la troisième application de mobilité derrière Google et Waze. Et donc, avec ces deux applications, effectivement, on partage tout un tas de technologies en commun. On prend le meilleur de l'ADN du routier qui vient de Mappy et de l'ADN du transport en commun qui vient du groupe RATP pour vraiment traiter toutes les mobilités au sein d'une même application. Et quand vous dites que vous êtes, parce que j'ai vu dans votre communiqué, vous dites que vous êtes le leader de ces applications de mobilité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui quand même en France. Nous voulons être parmi les leaders de ce marché de la mobilité, sur lequel vous trouvez vraiment beaucoup de monde. Ça va des GAFA aux Citymapper, Uber, etc. Donc effectivement, il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent sur ce marché. Ce marché, il s'ouvre avec la LOM, donc la loi d'orientation des mobilités, qui impose à partir du mois de juillet une ouverture des données, donc qui permet de nourrir ces applications pour vous retransmettre vos temps de trajet, etc. Et l'ouverture aussi des titres de transport. Et c'est un des enjeux de la Smart City, de cette ville connectée et intelligente. C'est un enjeu de qualité de ville. Donc on va retrouver notre mobilité en sortie de Covid. Donc derrière, il y a des enjeux de congestion, il y a des enjeux d'émissions de CO2. Par rapport à ces enjeux-là, on va avoir des territoires qui vont prendre des mesures de politique, donc d'accès à la ville. On va avoir certains endroits de la ville qui vont être, par exemple, où on va enlever des places de parking, où il y aura peut-être des voies d'autoroute qui seront spécialisées pour les gens qui sont plusieurs dans une voiture, etc. Donc tous ces changements-là, ou des zones où on a droit, où on n'a pas droit en fonction de la caractéristique de sa voiture. Donc, toutes ces informations-là, il va falloir les digérer, nous, en tant que consommateurs, pour faire son choix. Et comme on a aussi une organisation du travail qui change, on aura moins de routine. Et ces applications-là, elles vont nous guider sur nos choix et elles vont nous permettre de faire évoluer nos routines de mobilité. Et ce qu'on en voit, nous, c'est la face immergée, finalement. On voit une application qui nous aide, effectivement, à avoir plus d'agilité dans nos déplacements. Mais est-ce que toutes ces données, elles vont aussi servir aux décideurs du terrain, là on sort des élections régionales départementales, pour prendre des bonnes décisions, parce qu'on voit encore des zones où il manque des transports en commun, on voit encore des instants dans la journée qui sont complètement congestionnés. Est-ce que ça va être aussi un des objectifs de cette mobilité as a service ? Bien sûr. Donc dans la loi d'orientation des mobilités, il y a un rôle renforcé des autorités organisatrices de mobilité, qui sont des autorités du territoire, qui doivent réguler tous ces services-là. Et puis, effectivement, à partir du moment où on a toute cette donnée, on va pouvoir voir quelles sont les zones blanches. Donc, il va falloir couvrir avec un mix d'offres de mobilité qui est complémentaire. De plus en plus, demain, on aura des trajets qui vont s'enchaîner plutôt que de faire uniquement du bout à bout avec un seul et unique mode de transport. Donc, ces applications-là, elles sont là pour gommer toutes les aspérités sur le parcours pour que ça soit très, très fluide et simple pour vous. D'ailleurs, notre application Bonjour RATP, c'est pour faire une mobilité facile comme bonjour. C'est comme ça qu'on l'a conçu. Ça, c'est votre slogan. Merci beaucoup, Eric Alix. Je rappelle, donc, vous êtes président de RATP Smart System. Et vous nous avez aidé à comprendre ce concept de Mobility as a Service. Alors, tout de suite, on passe au grand débat dans Smart Tech autour de la redevance pour la copie privée.
Alors, la redevance pour la copie privée, est-ce que c'est le coût de trop? Je vais poser la question à Benoît Varin, président de la Fédération française du réemploi et de la réparation. Il est également secrétaire général et cofondateur de la société Recommerce, qui est un acteur majeur dans le reconditionnement d'équipements électroniques. Et vous êtes aussi l'animateur de la coalition Sauvons-l'occasion.fr, qui a ouvert une pétition en ligne, elle est toujours accessible d'ailleurs, pour exclure les smartphones et les ordinateurs d'occasion reconditionnés de cette redevance pour copie privée. Également en plateau, en face, j'ai envie de dire, Bruno Bouteleux, directeur général de l'ADAMI, qui gère et qui défend les droits des artistes interprètes en France et dans le monde. Et vous vous battez de longue date pour une rémunération plus juste des artistes sur Internet. On a d'ailleurs reçu l'ADAMI la semaine dernière pour parler de cette question de la rémunération des artistes, notamment à l'heure du streaming. Et on voit bien qu'il y a encore beaucoup de batailles à mener. Mais vous êtes aussi président de Copie France, la société qui collecte la copie privée. Et donc c'est à ce titre aujourd'hui que je voulais vous entendre, Bruno Bouteleux. Alors cette redevance, elle concerne tous les appareils ayant une capacité d'enregistrement. En janvier, pendant ce débat sur l'empreinte carbone, il a été dit qu'on allait exclure du prélèvement de la redevance pour copie privée les appareils reconditionnés. Et puis en juin, une décision est adoptée par l'Assemblée nationale, donc là ce mois-ci, qui signe finalement l'assujettissement à la rémunération dite pour copie privée des mémoires, des disques durs et donc des smartphones, des tablettes reconditionnées. Il y a une exception à noter sur le secteur social et solidaire. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Il va y avoir une application au 1er juillet de cette redevance appliquée donc aux appareils reconditionnés, Bruno Bouteleux? Absolument. Il y a deux choses qui se sont déroulées en même temps. La première, c'est le fonctionnement normal de cette rémunération pour copie privée, pour laquelle on confie à une commission composée de consommateurs, d'industriels concernés par cette question de la copie privée et de représentants du monde de la culture, le soin de fixer les barèmes d'assujettissement à cette rémunération, dont je rappelle qu'elle est avant tout un droit de copier donné à chacun de nous pour nous permettre effectivement de copier librement les films, les musiques, les textes qui sont tous des œuvres protégées. Et sans ce droit de copier, nous serions tous des pirates. De quoi on a une redevance donc qui Absolument. va servir à rémunérer les artistes. C'est une compensation. Bon, et donc au 1er juillet, a priori, cette redevance va s'appliquer aux appareils reconditionnés, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, sauf si des recours aboutissent, n'est-ce pas? Alors merci de nous recevoir déjà. Effectivement, tous les réparateurs et reconditionneurs français sont assez inquiets déjà à l'heure où on vous parle, puisque c'est nouveau. Comme vous l'avez très justement dit, jusqu'ici, aucun reconditionneur ne payait en France de la redevance copie privée, donc ne participait justement à ce système-là. Donc là, c'est nouveau depuis quelques jours, quelques semaines, suite au vote au 1er juin, en fait, de cette commission copie privée, qui est une commission, je ne sais pas si on peut dire administrative, ou une commission assez indépendante. Et donc nous, en tant qu'entrepreneurs, réparateurs, on est impacté très fortement, autour de 8,40 € par téléphone reconditionné, qui sont des produits d'occasion, rappelons-le bien, qui sont testés, des fois nettoyés, nettoyés systématiquement, réparés, et revendus aux consommateurs avec une garantie de fonctionnement pendant minimum 1 an. Et donc ces produits reconditionnés vont devoir coûter plus cher. Et on sait que le premier intérêt d'acheter du reconditionné, c'est le bon prix, c'est le prix pour permettre à des gens de s'équiper Parce que cette redevance, vous allez la répercuter sur le prix final, évidemment. C'est la grande question. Là, en ce moment, là où on se parle, on ne sait pas encore, puisqu'on est très dépendant d'une concurrence internationale. L'électronique est un marché mondial, et surtout l'apanage des Asiatiques, et on est concurrencé par énormément de concurrents. 50% des vendeurs de smartphones reconditionnés viennent d'Asie ou de l'étranger. Et eux ne sont pas soumis à cette redevance. Donc c'est la grande question qu'on pose. C'est la grande question qu'on pose, c'est comment justement Copie France et le gouvernement vont s'assurer d'une concurrence loyale. Et nous, c'est notre principal questionnement et notre principale interpellation au gouvernement à Copie France, c'est comment faire respecter un cadre légal égalitaire de tous les entrepreneurs et acteurs, que ce soit d'ailleurs des acteurs, même acteurs associatifs, pour respecter des règles, pour permettre les mêmes règles du jeu. Quand on est entrepreneur et qu'on répare un téléphone,
il y a des contraintes financières, des contraintes techniques. Comment est-ce qu'on peut s'assurer de ça, qu'il y ait une concurrence loyale finalement, hein, Mais on s'en assure tout simplement parce que nous avons des obligations. Il y a un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui s'appelle l'arrêt Opus, qui nous oblige à aller collecter à l'étranger de la même manière que nous le faisons en France, dès lors que le client final se situe en France. Et donc nous le faisons. Nous le faisons auprès de toutes les plateformes, auprès de toutes les places de marché. Mais je voudrais tordre le cou à quelques contre-vérités. Cette rémunération pour copie privée sur les appareils reconditionnés, elle n'est pas nouvelle. Elle est due depuis toujours. C'est le fait que le marché du reconditionné est en train de se développer qui fait qu'aujourd'hui, il découvre cette obligation nouvelle. Mais les magasins comme la Fnac, par exemple, ou les Apple Store vendent des appareils reconditionnés depuis longtemps et ils nous payent la rémunération pour copie privée. Donc ça n'est pas une nouvelle charge qui pèse sur sur le secteur du reconditionnement. Cette redevance, elle a été instaurée en 1985, ouais. Donc on ne parle pas de quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une nouvelle économie qui est arrivée, de nouveaux acteurs qui arrivent sur ce reconditionnement et qui portent en plus des valeurs qui sont aujourd'hui fortes, qui sont celles de la protection de l'environnement et donc d'essayer de consommer moins. Oui, mais on ne peut pas faire supporter à la culture des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Le monde de la culture est, je crois, presque plus sensible aux enjeux écologiques que ne peuvent l'être d'autres secteurs. Donc, dans ce monde-là, on n'a pas de problème par rapport à la transition écologique. Mais Benoît l'a dit lui-même tout à l'heure, quel est l'enjeu principal ? C'est bien évidemment, d'une part, la concurrence internationale avec le coût du travail qui n'est pas le même à l'étranger pour fabriquer ou refabriquer des produits reconditionnés. Et là, effectivement, on a un véritable sujet qui ne peut être traité que par un accompagnement économique par l'État et pas par le monde de la culture. On va parler aussi des montants, parce que ça, c'est important. Aujourd'hui, ce sont des sommes quand même relativement élevées. D'ailleurs, c'est transparent, puisqu'en général, quand on achète un appareil, c'est indiqué clairement. Donc, quels sont les barèmes, les montants qui vont s'imposer demain aux reconditionnés ? De quelques centimes d'euros pour un appareil bas de gamme avec une faible mémoire, puisque la rémunération elle est calculée en fonction de la mémoire de l'appareil, jusqu'à effectivement 8,40 € pour un appareil de très haute gamme. Et quand je vois, par exemple, les publicités que fait actuellement sur la télévision donc, Back c'est pas Market, exactement le même barème que sur le neuf. Mais bien sûr que non, c'est un barème abattu qui est de l'ordre de 40% inférieur au barème sur le neuf. Donc on est quand même dans des écarts importants. Sur ces barèmes et ces coûts qui vous semblent déjà, nous, dans la profession, important, j'imagine. Oui, c'est très important. 8,40 € sur la vente d'un produit autour de 200 € en moyenne, c'est quand même pas négligeable. Surtout que les clients sont à quelques euros près pour sélectionner un produit comparé à un autre. Donc, des fois, entre un produit qui vaut 2 € de plus, ils vont choisir celui qui fait 2 € de moins. Et il faut savoir que c'est 5000 salariés français qui travaillent sur du reconditionnement de produits. On est très inquiet sur la capacité à rester viable économiquement, à ce que notre modèle économique nous permette de continuer à payer ces salaires. Il faut savoir que ma société, par exemple, on fait 3% de résultats là, à la fin de l'année. 3% sur un produit de 200 €, ça veut dire 6 €. 6 €, ce n'est pas ce qui nous permet de payer les 8,40 €. Et pour reprendre des chiffres concrets, en moyenne, on vend surtout des produits de plus de 64 gigas. Puisque maintenant, avec toutes les données nécessaires, on a besoin de données. Donc, on est plutôt quand même sur une moyenne entre 7,20 € et 8,40 € sur les produits reconditionnés sur lesquels on arrive à créer de la valeur ajoutée pour payer les salariés en France, pour créer un vrai modèle économique viable. Et cette capacité de stockage, parce que ça c'est quand même le point clé, il me semble, elle est utilisée à quoi aujourd'hui ? Elle est utilisée principalement au système d'exploitation, au chargement d'applications. Est-ce qu'elle est utilisée encore pour charger des œuvres littéraires, musicales ? La réponse est oui. Il faut aussi tordre le cou à cette idée qu'aujourd'hui tout le monde est passé au streaming et qu'il n'y a plus de téléchargement. Quand même, disons que les choses ont grandement changé. Bruno, oui, mais nous, avec cette commission de la copie privée, nous avons une obligation qui nous est imposée par le Conseil d'État, c'est de vérifier quels sont les usages en matière de copie privée. Et donc nous confions à de grands instituts de sondage le soin d'aller à la rencontre des consommateurs qui possèdent les appareils en question et de vérifier avec eux quel est le volume d'œuvres protégées qui sont stockées sur leurs appareils. Vous avez des infos là-dessus, les chiffres ?
Mais, les chiffres, ils sont. Alors, je les ai pas avec moi, mais en tout cas, les volumes sont toujours aussi importants. C'est quoi, de musique, de film? Musique et film principalement. Sur un smartphone? Sur un smartphone. En téléchargement? En téléchargement, bien sûr. Le stream ripping, c'est de la copie privée. Et aujourd'hui, tous nos adolescents, il ne faut pas croire qu'ils ont tous les moyens de s'offrir un abonnement à une plateforme musicale payante. Ils sont pour la plupart sur YouTube. Ils sont gratuits et qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir écouter pubs. leur musique en déconnexion, hors connexion en tout cas? Ils ripent les fichiers musicaux et ils les copient sur leur smartphone. Tout ça, ça représente des volumes de copies importants. C'est un vrai préjudice pour les artistes et il doit être compensé. Et nous, on le vérifie à travers, encore une fois, des études qui sont confiées à des instituts très sérieux. Et donc, on est sur une base incontestable. Vous seriez d'accord pour faire évoluer ce barème en fonction des nouveaux usages? Mais nous le faisons en permanence. Est-ce que vous faites partie, par exemple, de Copie France? Il y a des représentants de l'industrie dans on le demande d'ailleurs, on aimerait bien dans la commission de copie privée, puisqu'on va sûrement payer, enfin on va devoir payer de la redevance, donc on aimerait avoir notre mot à dire sur ces études pour qu'elles soient le plus indépendantes possible et le plus représentatives des différents usages. Parce que nous, on remet un peu en question, effectivement, ce système-là, puisqu'on a déjà, du mal à le comprendre, puisqu'on ne le connaît pas. Deux, on pense, comme vous venez de le dire, que les consommateurs vont payer plusieurs fois, à la fois quand ils achètent du neuf, à la fois quand ils vont avoir un abonnement sur une plateforme, à la fois quand ils vont voir des publicités, à la fois quand ils vont potentiellement faire... du téléchargement. Donc nous, on remet en cause quand même ce point-là, puisqu'on a énormément de membres au sein de la fédération qui font de la réparation, du transfert de données, qui analysent ce qui se passe sur les téléphones. Nous, concrètement, et on peut le voir dans vos téléphones, on le fait régulièrement, qui a téléchargé de manière illégale du contenu? En fait, très peu. Les gens, et c'est pour ça que j'ai du mal encore à comprendre, et on serait volontiers participants à cette commission pour comprendre ces études, et on demande de faire une étude indépendante pour analyser ces pratiques. Et actuellement, très peu d'études sont faites pour comprendre les pratiques des gens en matière d'usage de leur téléphone reconditionné. Et on sait que ceux qui achètent des téléphones reconditionnés sont des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, et effectivement, qui n'ont pas les moyens de s'abonner à des solutions payantes et qui vont l'utiliser principalement comme outil de communication. WhatsApp, du SMS encore, beaucoup, du mail et beaucoup de visio. Et ça peut être des seniors aussi qui n'ont pas forcément besoin d'un smartphone pour faire des usages particulièrement complexes. Est-ce que, je sais pas, c'est un conseil d'administration, Copie France, est-ce qu'il pourrait y avoir des acteurs du reconditionné qui viendraient participer, parce que ce sont de nouveaux acteurs? Alors, pas au sein de Copie France, parce que c'est une société qui représente les ayants droit, mais au sein de la commission qui est chargée de fixer les barèmes et de conduire ces fameuses études qui nous permettent d'avoir une idée précise de qui copie et dans quel volume, bien entendu. Et d'ailleurs, moi, j'étais le premier à proposer que le secteur des reconditionnés puisse siéger au sein de cette commission, aux côtés des autres industriels qui représentent plutôt le secteur du neuf. Alors, si je peux... c'est bien, donc là, il y a une porte ouverte. Oui, merci beaucoup, parce que c'est la première fois qu'on a l'occasion d'échanger déjà, donc merci aussi pour l'invitation, parce qu'on n'avait pas eu le temps encore d'échanger ensemble. Nous, on est quand même très vigilants en disant, attention, le reconditionné, c'est pas le neuf. Le reconditionné, c'est rendre accessible au plus grand nombre des produits de qualité pour protéger l'environnement. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire, et ce qu'on aimerait faire avec le secteur de la culture, c'est comment faire en sorte que cette redevance empêche de lutter contre le réchauffement climatique. Puisqu'en fait, 30 kilos de CO2... Empêche de lutter contre le réchauffement. Parce que ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, votre filière permet de lutter contre le réchauffement climatique. Exactement. Donc rajouter potentiellement des 5% de charges supplémentaires, ça va ralentir ce changement de société que l'on appelle et qu'on est en train de construire, puisqu'on sait que 80% de l'impact environnemental vient de la production du neuf. À l'heure où on se parle, où on n'a jamais connu un réchauffement climatique aussi important, on sait que ce réchauffement climatique vient de la production de produits neufs qui font 4 fois le tour de la planète, qui ponctionnent des matières premières primaires rares, qui vont exploiter des ressources pour les fabriquer, pour fabriquer les micro-composants. On est dans une période de rareté de micro-composants. Et avec une filière française qui est pas mal en ce moment, hein, qu'on a plutôt envie de soutenir quand même, Bruno Bouteleux. Oui, absolument. Mais là où moi je suis surpris, c'est que on a tous vu récemment la campagne de communication de Back Market, qui est la principale plateforme qui vend des appareils reconditionnés. Quel est le message? Il n'y a pas un mot sur la transition écologique. Le message, c'est payez-vous un plus beau smartphone pour le même budget.
Donc on n'est pas du tout dans cette logique, dans cette approche. On est bel et bien dans une approche marché pour laquelle moi j'ai beaucoup de respect, mais il faut assumer les messages qu'on fait passer. Et le message qu'on fait passer, finalement, on s'adresse à des gens qui ont déjà un budget assez conséquent pour s'acheter un smartphone, et on leur dit, payez-vous le modèle au-dessus pour le même budget. Donc on n'est pas du tout dans des messages qui portent sur la transition écologique, même si, in fine, bien entendu, le reconditionnement apporte beaucoup à cette problématique de la transition écologique. Mais encore une fois, est-ce que c'est au monde de la culture de supporter ça? Préférons plutôt une baisse de la TVA sur les appareils reconditionnés, mettons en place un chèque reconditionné pour les consommateurs qui iraient vers ce genre de produits, plutôt que de ponctionner la culture, qui n'a rien à voir avec tout ça. Je vous rappelle une chose enfin. C'est une ponction, parce que finalement, ce serait des revenus qui n'entreraient pas, mais ce n'est pas une ponction. Comment ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez déjà une somme collectée qui continuerait à être collectée. Bien entendu, mais le marché du reconditionné est un marché de substitution. Les pratiques de copie sont différentes. Grandir, donc c'est ça. Les pratiques de copie sont différentes, mais elles existent. Et à ce titre-là, parce que c'est la loi, c'est pas moi qui décide de ce genre de choses, eh bien, elles doivent être compensées, ces pratiques de copie. Et il n'y a pas de raison que sur un appareil reconditionné, elles ne le soient pas, parce qu'encore une fois, c'est l'utilisateur qui s'acquitte de cette rémunération pour copie privée. Elle n'est pas attachée à un appareil, puisqu'elle est en lien avec les pratiques de copie. En lien avec l'usage. Exactement. Moi, j'ai une question, Monsieur Boutelot, c'est est-ce que dans le passé, ça a déjà été fait d'appliquer la redevance sur des cassettes audio, magnétophones, des enregistreurs d'occasion? Parce que notre grande question, c'est pourquoi l'appliquer d'un seul coup sur le téléphone, alors qu'il y a des ordinateurs d'occasion depuis longtemps, des magnétophones d'occasion depuis longtemps, et pourquoi ça n'a pas été appliqué jusqu'ici? Encore une fois, rapide, parce qu'on arrive pratiquement à la fin du débat. Oui. Notre rémunération, aujourd'hui en tout cas, ne s'applique pas au secteur de l'occasion. Elle s'applique au secteur du reconditionné. C'est autre chose. C'est la même chose. Recommercialise. Non, c'est pas la même chose. Il y a des définitions précises des deux. Justement. Ça s'applique effectivement à un secteur qui remet à neuf, quelle est la différence, qui répare, alors là, moi, qui vous m'avez perdu, reconditionne justement. Et reconditionner. L'occasion, c'est je récupère un appareil, éventuellement je le nettoie et je le remets sur le marché comme ça. Le reconditionnement, il y a des tas d'étapes, en tout cas de ce que j'en ai compris, de remise à neuf, de reconditionnement jusque dans l'emballage avec le cellophane, etc., etc. Et on recommercialise dans de grands circuits de distribution. C'est pas tout à fait la même chose. Et la redevance pour copie privée, aujourd'hui, elle s'applique à ça et à rien qu'à ça. Donc si je peux me permettre, le reconditionné, c'est juste de la remise en état d'utilisation d'un produit garanti par un professionnel, d'un produit d'occasion. Et donc le reconditionné, on le trouve dans l'automobile, dans le bâtiment, dans l'électronique depuis longtemps. Et l'occasion, nous faisons partie du groupe de l'occasion. C'est pour ça qu'on s'appelle le Sauvons l'occasion, parce que si on l'applique sur le téléphone reconditionné, il risque de se passer un problème, que cette redevance va s'appliquer à n'importe quel autre produit à partir de là où on se parle. Alors c'est là où vous allez avoir une bataille juridique. Et donc l'histoire n'est sans doute pas terminée. Vous viendrez nous raconter la suite, j'espère, en plateau dans Smartech. Merci beaucoup Benoît Varin, président de la Fédération française du réemploi et de la réparation. Et merci Bruno Boutelot, directeur général de l'ADAMI et président de Copie France. Voilà, j'espère que chacun a pu se forger une opinion. Alors juste après la pause, on part dans la nature chercher un peu d'inspiration. Et vous êtes de retour sur le plateau de Smartech et c'est avec Sidney Rostand que nous avons rendez-vous. Sidney Rostand, fondateur de Bioxégie, et rendez-vous avec la nature évidemment. Bonjour Sidney. Bonjour Delphine. Aujourd'hui on va parler de ces techs qui sont inspirés des pattes des rainettes. C'est ça, je voulais célébrer la journée des tropiques qui a lieu demain. Les tropiques, on le sait, c'est cette zone qui représente que 10% en fait de la surface terrestre, mais qui concentre déjà une part de la biodiversité qui est très importante, à peu près la moitié de la biodiversité sur Terre vit dans cette zone en fait très concentrée du fait de tout simplement des températures qui sont très stables, mais aussi de la quantité d'énergie solaire qui est absorbée par les écosystèmes, qui permet et qui favorise cette diversité. Donc ça c'est très intéressant. Et donc pour le coup, c'est sûr, c'est un terrain de jeu pour le biomimétisme. Cette variété des espèces et cette variété des écosystèmes fait qu'il y a une diversité de techniques dont on peut aller s'inspirer. Une de ces belles histoires, c'est une histoire qui commence avec un biologiste britannique, Monsieur White, qui a découvert du coup une espèce d'amphibien qu'il a appelé rainette de White.
Donc il a donné son nom, en toute modestie. Et donc elle a cette particularité de devoir évoluer dans des environnements qui sont particulièrement humides, particulièrement glissants. Donc c'est difficile, c'est un amphibien arboricole, hein, c'est-à-dire qu'il grimpe. C'est difficile d'évoluer dans de la végétation dense et très glissante, surtout sur des feuilles, hein, il faut les imaginer, qui sont extrêmement lubrifiées. Et donc il va avoir, cette rainette en fait va avoir une particularité, c'est de pouvoir s'accrocher et ne pas glisser du coup sur ces feuilles-là. Et donc à des échelles très fines, sur les pattes, elle va avoir des hexagones. Ça se passe à des échelles microstructurelles, hein, donc il faut imaginer qu'on ne le voit pas forcément à l'œil nu. Ce sont des petits hexagones comme des patins qui viennent en fait évacuer l'eau, le lubrifiant qu'il y a sur la surface des feuilles ou de certaines tiges de plantes, dans les rainures qu'il y a entre les hexagones. C'est une technologie un peu comme en fait... les creux dans les pneus. Un petit peu comme les creux dans les pneus, un petit peu comme les hexagones que vous voyez sur certaines bottes, ces semelles de bottes, les semelles de chaussures, etc. Sauf que la rainette de White, ça fait des millions d'années qu'elle fait ça. Et cette technologie, en fait, on la retrouve aussi sur d'autres types d'animaux qui évoluent dans les mêmes écosystèmes, des amphibiens, etc. Les salamandres, elles ont cette même technologie, une technologie antidérapante, en fait. Et donc, vous avez des chercheurs de l'Institut technologique d'Israël qui ont reproduit cette microstructuration hexagonale sur des patins de rasoir. Donc vous savez, il y a toujours deux fines bandes en fait de part et d'autre des lames, et ça permet de tendre la peau. Pourquoi c'est intéressant? Parce que évidemment, quand vous faites raser chez un professionnel, il va toujours tendre sa peau avec votre peau avec les doigts, tout simplement pour éviter des coupures et pour que le poil soit bien coupé. Et donc là, on le voit bien à l'écran, sur ces bandes-là, ils vont reproduire ces hexagones qui viennent tendre, qui accrochent en fait la peau, même quand elle est mouillée, même quand elle est lubrifiée, pour pouvoir couper couper de façon précise et sans coupure. C'est intéressant de voir le biomimétisme appliqué à des échelles de consommation au jour le jour. Cette technologie, elle est déjà très mature, donc les prototypes ont montré qu'ils marchaient bien, et donc on peut espérer l'avoir bientôt chez certains commerçants. C'est une application absolument inattendue. Oui. Comme souvent d'ailleurs, ce que vous nous présentez. Les surprises du biomimétisme. Merci beaucoup Sydney Rostand. On rappelle que vous êtes fondateur de Bioxégie et que vous venez régulièrement dans Smart Tech nous faire découvrir la magie du biomimétisme, comment la nature inspire les technologies. À suivre, vous le savez, on est lundi, c'est l'opération Smart Tech contre Covid. Tous les lundis, Smart Tech se mobilise pour trouver des technologies qui nous permettent de traverser cette crise Covid-19 le mieux possible. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, nous sommes connectés en visio déjà avec Sigrid Chanet, qui est directrice commerciale de Ciel Ascenseur, parce que vous allez nous présenter cette société qui, comme beaucoup d'autres d'ailleurs pendant la crise, a développé une innovation pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire. Oui, effectivement, c'est une société qui vient de PACA et là-bas, cette société, elle conçoit, elle fabrique et elle installe depuis déjà 23 ans des ascenseurs. Mais pendant la crise sanitaire, évidemment, l'activité, comme beaucoup d'autres, a fortement ralenti et les chantiers se sont arrêtés. La clientèle principalement étrangère a fui et les projets sont partis en stand-by. Alors après un petit brainstorming et aussi un constat inévitable que les ascenseurs sont de véritables nids à microbes, on va y revenir d'ailleurs, l'entreprise a décidé de contre-attaquer et de proposer des solutions pour réinventer l'ascenseur, un ascenseur sans contact. Alors pour y remédier, on va pouvoir, grâce à ça, retirer la banderole qui nous empêche aujourd'hui d'aller dans les ascenseurs et qui nous oblige à prendre les escaliers. Et pour cause, je voulais vous donner cet exemple. En Chine, il y a une jeune femme asymptomatique qui est allée se confiner dans son immeuble et simplement en prenant l'ascenseur pour récupérer les livraisons, elle a contaminé 71 personnes alors qu'elle était confinée. Alors pour remédier à ces problématiques-là, une première inspiration qui vient des EHPAD, parce que là-bas il existe déjà des solutions, c'est-à-dire des pédales pour appeler l'ascenseur alors qu'on est en train de pousser un patient par exemple, sans appuyer sur le bouton. Alors, la société Ciel Ascenseur a commencé par là. Sigrid Chanet, qui est avec nous, vous l'avez dit, directrice commerciale de Ciel Ascenseur. Alors, vous allez nous raconter cette aventure technologique. Il y a eu la pédale en premier, mais ce n'est pas la seule innovation. Il y en a 4, je crois, qui sont autour de ces ascenseurs sans contact. Oui, tout à fait. Bonjour. Effectivement, nous avions déjà un petit peu dans nos cartons, puisque l'on conçoit, fabrique et installe,
on avait déjà cette idée d'appel de l'ascenseur sans contact, mais donc par le pied. C'était une solution qu'on proposait donc, dans les EHPAD et les établissements de santé, donc pour pouvoir libérer les mains et donc aller et venir plus simplement. Donc, suite à la crise sanitaire, on s'est dit qu'on pouvait adapter cette solution à divers usages. Donc, on a créé le bouton d'appel sans contact, où on approche le doigt du bouton, mais sans le toucher, à 3 cm. Ensuite, il y a aussi l'application via un smartphone. Il y a un QR code près du bouton d'appel. Vous le flash codez et donc arrive l'application qui vous permet d'utiliser l'ascenseur. La dernière solution, c'est l'appel vocal. Donc, en fait, l'ascenseur se manœuvre tout simplement par un appel vocal par vous-même. Voilà. Est-ce donc, que ce sont les solutions. Oui. vous pouvez nous donner les chiffres, qu'on se fasse une idée combien de fois on prend un ascenseur, par exemple, en France par jour? Est-ce que vous avez des chiffres comme ça? Oui, tout à fait. Alors, les chiffres, c'est 100 millions de trajets par jour en France, sachant que pour appeler un ascenseur et utiliser un ascenseur, il faut appuyer sur le bouton au minimum 2 fois. Une première fois pour l'appeler, une deuxième fois en cabine pour désigner l'étage où l'on souhaite aller. Donc, vous pouvez vous rendre compte qu'il s'agit bien sûr énormément de doigts touchés sur les boutons. Oui, effectivement, on prend la mesure de l'importance d'encadrer sanitairement les ascenseurs. Et alors, vous parliez de cette application. Est-ce qu'il n'y a pas de risque, une fois qu'on soit appairé à l'ascenseur, on puisse le contrôler à distance? Non, bien sûr, parce que cette application va fonctionner lorsque vous serez vraiment proche de l'ascenseur. C'est-à-dire qu'il faut se situer au niveau du palier, devant la porte de l'ascenseur, et ensuite, une fois que l'ascenseur est arrivé, dans la cabine. Il n'y a aucun risque que cette application fonctionne à l'autre bout de la rue, où un petit malin pourrait s'amuser à faire fonctionner l'ascenseur. Et ces solutions, elles sont cumulables sur, on peut les ajouter sur n'importe quel ascenseur, pas seulement ceux de votre société. Bien sûr. Bien sûr, elles sont adaptables à tout appareil. Et donc c'est juste pour que ce soit bien clair, c'est un choix de techno. Donc soit c'est l'approche du doigt qui déclenche l'ascenseur, soit c'est la reconnaissance vocale, soit c'est la pédale. Et j'ai oublié le quatrième. L'application. Qu'est-ce qui est développé? Qu'est-ce qui prend majoritairement? Alors, d'abord, en premier lieu, ça a été la pédale pour vraiment les établissements de santé et les EHPAD. Ça, c'est vraiment une mesure qui est en plus assez économique, qui se place très facilement et c'est une mesure mécanique toute simple qui était déjà diffusée assez largement avant le Covid, mais qui s'est ensuite répandue de manière beaucoup plus générale. Et ensuite, c'est le bouton infrarouge où l'on approche le doigt du bouton sans le toucher. C'est une mesure aussi assez simple à mettre en place. Encore là aussi peu onéreuse et qui fonctionne très bien et voilà. Bon, avec toujours ce risque que les gens appuient quand même sur le bouton. Effectivement, quand même, ouais. Alors c'est pas un risque, c'est-à-dire que le bouton fait les deux fonctions. On peut quand même appuyer si on le souhaite ou pas. Disons que c'est un risque de contamination puisque le sujet est quand même celui-ci, d'éviter le contact au maximum. Tout à fait. Cécilia ? Oui, est-ce que l'objectif, c'est de continuer à vendre ces solutions de façon pérenne? Est-ce que vous pensez que les entreprises qui viennent vous voir aujourd'hui, elles ont quel objectif, clairement? Oui, je pense que effectivement, ça va se démocratiser comme beaucoup d'autres endroits ou lieux où on ne souhaite plus toucher une poignée de porte, par exemple, ou le distributeur de monnaie, on ne souhaite plus toucher le clavier. Donc je pense que ça va se démocratiser. Nous, on le propose, je dirais, de manière standard sur nos ascenseurs, désormais, pour pouvoir justement montrer ces solutions qui sont très peu connues et qui sont vraiment très faciles à mettre en œuvre dès le départ, dès la construction de l'ascenseur. Voilà. Vous voyez où cette solution pour l'instant? Est-ce que vous allez voir ce sont les petites entreprises qui vous contactent? Est-ce que vous allez voir les grands groupes? Est-ce que vous allez voir les hôpitaux? Alors, on essaye justement de faire de la communication pour expliquer qu'il y a ces mesures qui existent. Après, on va voir, on a commencé par l'entourage, c'est-à-dire dans notre ville, on a élargi aux hôteliers, aux restaurateurs. On essaye de toucher les grands groupes pour les centres commerciaux, pour les gares, pour les aéroports, là où il y a un trafic, je dirais, assez important, afin de pouvoir permettre...
d'assurer le transport en toute sécurité. C'est le vaccin de l'ascenseur. Ouais. Et ils sont réceptifs à votre solution, les grands groupes? Alors, les grands groupes, c'est un peu difficile de les joindre parce que bon, on n'arrive pas trop à les contacter, ou alors on contacte des personnes qui sont pas très, on va dire, décisionnaires. C'est un peu plus difficile. Effectivement, les plus petites structures sont beaucoup plus réceptives et vraiment cherchent des solutions pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir rouvrir, pour pouvoir accueillir leur public en toute sécurité. Donc, bien sûr, priver un ascenseur, priver quelqu'un de l'usage de l'ascenseur, c'est déjà priver de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Donc, il faut remettre ces ascenseurs en service et il faut les remettre en service en toute sécurité au niveau de l'hygiène. Merci beaucoup pour votre témoignage, Sigrid Chanet, donc directrice commerciale de Ciel Ascenseur. Et merci Cécilia Sévry pour nous l'avoir convoquée aujourd'hui dans Smart Tech. Merci aussi à tous de nous avoir suivis. J'espère que le débat sur la redevance pour copie privée vous aura permis de vous forger votre propre opinion. À suivre, c'est le Lab où viennent pitcher les entreprises du numérique. Et nous, on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.